il est quelque chose de réel. Dans le monde des réseaux, dans le monde du numérique, Et si l'histoire officielle de la République avait volontairement oublié une femme, et si, derrière le visage omniprésent d'un ancien président, se cachait une voix étouffée depuis plus de 30 ans. Pendant longtemps, le nom de Marie-Dominique Cuglioli n'évoquait rien. Rien pour les manuels, rien pour les plateaux de télévision, rien pour la mémoire collective française. Et pourtant, cette femme a partagé la vie de Nicolas Sarkozy à l'époque où il n'était encore qu'un jeune avocat ambitieux, affamé de reconnaissance, déjà pressé par le temps et par le pouvoir. Elle a été son épouse, la mère de ses enfants, la première à croire en lui, et aujourd'hui encore, elle demeure presque invisible. Ce silence n'est pas un hasard, il est lourd, compact, construit pierre après pierre, un silence qui interroge, qui dérange, qui sent le secret soigneusement entretenu. Comment peut-on disparaître ainsi de l'histoire d'un homme devenu président de la République ? Comment une épouse peut-elle être effacée au point que des millions de Français ignorent jusqu'à son existence ? Marie-Dominique n'a jamais cherché la lumière. Elle ne fréquentait pas les salons, ne cultivait pas les relations mondaines, ne parlait pas aux journalistes. Issue d'un milieu catholique traditionnel, elle croyait aux valeurs simples, la fidélité, la famille, la discrétion. Pendant que l'homme qu'elle aimait gravissait les échelons, elle restait dans l'ombre, convaincue que le silence était le prix à payer pour la stabilité de ses enfants. Elle pensait que se taire, c'était protéger. Elle ignorait que se taire, parfois, c'est disparaître. Les années passent. Nicolas Sarkozy devient une figure centrale de la vie politique française. Ministre, chef de parti, puis président. Les caméras le suivent partout. Les magazines célèbrent ses nouvelles unions, ses nouvelles vies, ses nouvelles images, mais jamais elle. Comme si la première page avait été arrachée du livre. Comme si l'histoire avait commencé après elle. Et c'est précisément là que le malaise s'installe. Car lorsqu'un récit est trop lisse, trop parfait, trop bien maîtrisé, il cache souvent des failles. Derrière la success story politique, il y a parfois des dégâts humains, des sacrifices invisibles, des existences mises de côté au nom d'une trajectoire jugée plus grande qu'elle. Aujourd'hui, après des décennies de mutisme, Marie-Dominique Cuglioli a décidé de parler. Non pas pour régler des comptes, non pas pour salir un nom déjà exposé à 1000 controverses, mais pour reprendre sa place, pour dire « J'ai existé, j'ai aimé, j'ai souffert, et l'on m'a effacé ». Son témoignage ne bouleverse pas seulement une histoire conjugale, il ébranle notre rapport à la mémoire, au pouvoir, à la vérité. Ce que vous allez entendre dans cette série n'est pas une rumeur, ni une fable sensationnaliste. C'est le récit lent, douloureux et précis d'une femme qui a vu sa vie réécrite sans son consentement. Une femme qui a compris trop tard que, face à l'ambition politique, l'intimité peut devenir une variable négligeable. Une femme qui a payé le prix du silence pendant que l'autre construisait sa légende. Au début des années 1980, Nicolas Sarkozy n'est encore personne. Du moins en apparence. Il n'a pas encore les projecteurs, pas encore les cortèges officiels, pas encore cette assurance presque provocante qui marquera plus tard son image publique. Mais une chose est déjà là, solidement ancrée en lui, l'urgence de réussir. Nicolas Sarkozy est un homme pressé, pressé par le temps, pressé par son ambition, pressé par cette conviction intime qu'il est destiné à un destin plus grand que les autres. C'est dans ce contexte que Marie-Dominique Cuglioli entre dans sa vie. Elle vient d'un univers radicalement différent. Fille d'un pharmacien, d'un quartier aisé, élevée dans une culture catholique stricte, elle croit aux valeurs traditionnelles, au couple, à la durée. Elle n'a ni fascination pour le pouvoir, ni appétit pour la scène publique. Elle cherche la stabilité, un cadre, une promesse d'avenir rassurante. Nicolas, lui, voit plus loin, toujours plus loin. Leur rencontre n'a rien d'un coup de foudre romanesque. Elle ressemble davantage à une convergence silencieuse d'intérêts et d'attentes. Lui a besoin d'une image rassurante, d'un socle bourgeois, d'une épouse qui incarne la respectabilité. Elle voit en lui un homme brillant, déterminé, capable de lui offrir une place reconnue dans la société. Chacun projette sur l'autre ce qu'il espère y trouver. Le mariage arrive vite, très vite. Nicolas Sarkozy a 23 ans, Marie-Dominique 25. Une union célébrée sans faste excessif, dans une sobriété presque exemplaire. À l'extérieur, tout semble correspondre au modèle parfait du jeune couple,
promis à un avenir solide. Mais derrière cette façade, quelque chose sonne déjà faux. Marie-Dominique le ressent sans pouvoir encore le nommer. Car dès les premiers mois, une impression étrange s'installe. Nicolas est là, sans être là. Présent physiquement, absent intérieurement. Son esprit est ailleurs, constamment tourné vers demain, vers la prochaine étape, le prochain poste, la prochaine reconnaissance. Les conversations sont souvent interrompues par des rendez-vous, des coups de téléphone, des engagements politiques naissants. La maison n'est jamais vraiment un refuge, elle devient un simple point de passage. Le couple s'installe à Neuilly-sur-Seine. 2 enfants naîtront de cette union. Pierre, puis Jean. En apparence, la vie suit son cours. Mais pour Marie-Dominique, la naissance du premier fils marque aussi le début d'un glissement imperceptible. Elle sent que quelque chose se fracture. Pas de cris, pas de scandale. Juste une distance qui s'installe, froide, méthodique, presque clinique. Nicolas Sarkozy entame alors son ascension. Avocat, adjoint au maire, maire à son tour. Il travaille sans relâche, dort peu, parle vite, pense stratégie. Il se rapproche des cercles de pouvoir, de Jacques Chirac, qu'il admire autant qu'il rêve déjà de dépasser. À chaque étape, il s'éloigne un peu plus de sa vie familiale. Marie-Dominique devient la gardienne de l'arrière-plan, celle qui assure la continuité pendant que l'autre avance. Elle assume tout. Les enfants, la maison, les silences. Elle s'efface progressivement, persuadée que ce sacrifice est temporaire. Qu'un jour, lorsque l'ambition sera satisfaite, l'homme reviendra vers le foyer. Mais ce jour n'arrive jamais. Au contraire. Plus Nicolas Sarkozy progresse, plus elle disparaît. Dans ses confidences ultérieures, Marie-Dominique dira une phrase glaçante. « Je devenais invisible. Invisible aux yeux de son mari, invisible dans les récits, invisible dans la vie publique. » Elle comprend alors, trop tard peut-être, que ce mariage n'était pas seulement une histoire d'amour imparfaite. C'était une étape, une fonction, une case à cocher dans un plan beaucoup plus vaste. Et sans le savoir encore, elle vient d'entrer dans une mécanique implacable. Une mécanique où l'ambition écrase l'intime, où les sentiments deviennent secondaires, où l'autre n'est plus un partenaire, mais un élément du décor. Car bientôt, cette distance va prendre un autre visage, plus brutal, plus cruel. Il y a un moment précis où le doute cesse d'être une intuition pour devenir une certitude. Pour Marie-Dominique, ce moment n'a pas été une scène spectaculaire, ni une découverte fracassante. Il a pris la forme d'une accumulation de détails, des silences plus longs que d'habitude, des appels interrompus, des week-ends professionnels qui se multiplient, et surtout ce regard de Nicolas Sarkozy, devenu fuyant, presque étranger, comme s'il habitait déjà ailleurs. À la maison, il est tendu, nerveux, parfois autoritaire. Il parle peu, écoute moins encore. Chaque échange semble calibré, chronométré. L'homme intime s'efface au profit du stratège. À l'extérieur, en revanche, l'image est tout autre, charmant, dynamique, protecteur, déjà parfaitement conscient de ce que les autres attendent de lui. 2 visages, 2 attitudes, 2 réalités. Marie-Dominique commence à soupçonner ce qu'elle n'ose pas encore nommer. Elle veut croire à la fatigue, à la pression, à l'ambition dévorante. Elle se raccroche à cette idée rassurante. Ce n'est qu'une phase. Mais au fond d'elle, quelque chose résiste. Une intuition sourde, persistante, qui refuse de se taire. Nous sommes en 1988. Nicolas Sarkozy se rapproche de plus en plus de Cécilia Attias, alors épouse de l'animateur Jacques Martin. Le cercle se resserre. Les apparitions publiques se multiplient. Les absences deviennent plus difficiles à justifier. Marie-Dominique observe, sans preuve formelle, mais avec une lucidité de plus en plus douloureuse. Elle comprend que ce qu'elle vit n'est pas une simple distance conjugale. C'est une mise à l'écart progressive. Ce qui la bouleverse le plus, ce n'est pas seulement l'infidélité présumée. C'est la manière, la froideur mécanique, l'organisation presque méthodique de cette double vie, comme si tout avait été pensé à l'avance, comme si la rupture n'était qu'une formalité administrative, déjà programmée, déjà intégrée dans un calendrier plus vaste. Puis survient une scène qui, des années plus tard, deviendra pour elle insoutenable. Nicolas Sarkozy officie lui-même le mariage de Jacques Martin et Cécilia, alors même que, selon le témoignage de Marie-Dominique, une relation aurait déjà commencé entre lui et la mariée. L'image est d'une violence symbolique rare. L'homme qui sourit à la caméra, qui prononce des paroles solennelles, est le même qui, dans l'ombre, détruit lentement sa propre famille. Marie-Dominique dira plus tard «
Je ne pouvais plus regarder la télévision. Chaque apparition publique devient une épreuve. Chaque sourire médiatique, une blessure. Elle se retrouve seule avec 2 enfants, enfermés dans un quotidien où la solitude est d'autant plus lourde qu'elle est invisible. La trahison n'est pas seulement sentimentale, elle est existentielle. Avec le temps, elle découvre que cette rupture n'a rien de spontané. Selon elle, Nicolas Sarkozy aurait entretenu cette double vie pendant près de 2 ans avant de demander officiellement le divorce. 2 années de mensonges ordinaires, de promesses creuses, de faux semblants. 2 années durant lesquelles elle continue d'assumer, de protéger, de maintenir une façade familiale pendant que tout s'effondre. Ce qu'elle vit alors dépasse la simple douleur d'une épouse trompée. Elle se sent utilisée, remplacée, puis lentement effacée, comme si sa fonction était arrivée à expiration, comme si son rôle avait été rempli et qu'il fallait désormais passer à autre chose, à une autre image, à une autre femme, à une autre narration. Et c'est là que Marie-Dominique comprend une chose essentielle. Terrible, la rupture n'est pas seulement affective, elle est politique, car ce qui va suivre ne sera pas un simple divorce. La rupture devient officielle en apparence, mais dans les faits, Marie-Dominique comprend très vite que ce qui se joue dépasse largement une séparation conjugale. Ce n'est plus seulement un mariage qui se termine, c'est une existence entière qui commence à être méthodiquement rangée hors du cadre, discrètement, proprement, sans bruit. Nous sommes au tournant des années 1990. Nicolas Sarkozy accélère. Sa carrière politique prend une ampleur nationale. Chaque apparition est calculée, chaque mot pesé, chaque image contrôlée. Dans cette mécanique parfaitement huilée, tout ce qui ne correspond pas au récit du futur homme d'État devient un problème. Et Marie-Dominique en est un, malgré elle. Elle le constate d'abord par de petits signes. Des photos de mariage qui disparaissent, des archives qu'on ne retrouve plus, des journalistes qui, soudain, ne semblent plus se souvenir d'elle. Des amis communs qui prennent leur distance, évitent les invitations, esquivent les conversations. Ce n'est jamais frontal, jamais assumé. C'est une disparition douce mais implacable. Marie-Dominique parle alors de conseils reçus, de remarques à demi-mot, de silences lourds de sens. On lui explique avec des formules polissées qu'il vaut mieux rester discrète. Pour les enfants, pour l'avenir, pour ne pas nuire, le vocabulaire est feutré, presque bienveillant, mais le message est clair, se taire est une obligation morale. Selon son témoignage, des pressions plus directes auraient également existé, des appels anonymes, des recommandations insistantes venues de l'entourage politique de Nicolas Sarkozy. Elle évoque même des propositions financières destinées à garantir son silence. Aucune de ces accusations n'a été formellement confirmée. Mais leur accumulation dessine un tableau troublant, celui d'un système où l'image publique prime sur la vérité intime. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la réputation d'un homme, c'est la construction d'une légende politique, une trajectoire ascendante qui ne tolère ni aspérité, ni zone d'ombre, ni figure d'eau du passé susceptible de troubler le récit. Marie-Dominique devient alors ce que le pouvoir redoute le plus, un rappel, un témoin, une mémoire vivante. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy continue d'avancer. Ministre, figure médiatique, homme fort de la droite française. À la télévision, on parle de ses succès, de ses combats, de ses nouvelles relations. D'abord Cécilia, puis d'autres visages. Mais jamais elle. Comme si cette première épouse n'avait jamais existé. Comme si ses enfants étaient nés sans mère visible. L'effacement est total. Pour Marie-Dominique, cette période est la plus violente. Non pas par des cris ou des affrontements, mais par l'indifférence organisée. Elle se sent niée dans son rôle, dans son histoire, dans sa place. Elle comprend que le silence médiatique n'est pas une coïncidence, mais un choix. Un choix collectif, tacite, qui protège celui qui monte et sacrifie celle qui reste. Elle parle alors d'une décennie du mensonge organisé. Une époque où l'on réécrit le passé pour mieux contrôler le présent, où l'intime devient une variable politique, où l'on décide, en coulisses, de qui mérite d'être vu et de qui doit disparaître. Et pourtant, malgré cette mise à l'écart, Marie-Dominique ne se défend pas. Elle ne parle pas, elle ne dément pas, elle encaisse. Pour ses enfants, dit-elle, pour éviter qu'ils ne deviennent des dommages collatéraux d'une guerre qui les dépasse. Elle accepte l'effacement comme un sacrifice nécessaire. Une erreur peut-être, mais une erreur humaine. Car ce que personne ne sait encore, à ce moment-là,
c'est qu'elle n'a pas tout laissé disparaître. Dans l'ombre, loin des caméras et des discours officiels, elle conserve des traces, des mots, des documents, une mémoire intacte. Pendant longtemps, Marie-Dominique Cuglioli a vécu comme en survie, sans bruit, sans plainte publique. Elle élève ses enfants, reconstruit une vie modeste, apprend à composer avec l'absence, avec ce sentiment persistant d'avoir été effacée d'un récit qui ne lui appartient plus. Aux yeux du monde, elle n'est plus personne. Mais dans un classeur discret, rangé au fond d'un placard, le passé, lui, n'a jamais disparu. Parmi ces documents, il y a une lettre manuscrite, datée de 1993, 5 pages. Une lettre qui n'a jamais été envoyée, une lettre que certains journalistes appelleront plus tard la lettre de la douleur. Dans ces lignes, Marie-Dominique parle à l'homme qu'elle a aimé, mais surtout à celui qu'il est devenu. Elle y décrit sa solitude, ses soupçons, sa lente prise de conscience. Elle y écrit cette phrase glaçante « Tu ne m'as jamais aimé, tu m'as épousé parce que c'était utile ». Ce n'est pas un cri de colère, c'est un constat. Froid, lucide, dévastateur. La lettre sera authentifiée des années plus tard par un notaire et un expert graphologue. Elle n'est pas une interprétation ni un souvenir reconstruit, c'est une archive, une preuve intime mais aussi historique d'un drame que l'on a tenté de rayer. Mais la lettre n'est qu'un élément parmi d'autres. Au fil de ses prises de parole récentes, Marie-Dominique évoque également ce qu'elle qualifie de manipulation psychologique. Pas de coups, pas de violence visible, mais des mots utilisés comme des armes, des phrases répétées, distillées lentement. Tu n'es rien sans moi, personne ne t'écoutera, tu n'existes que parce que je t'ai choisi. Elle décrit un homme capable de flatter pour mieux rabaisser, de promettre pour mieux faire douter. Un schéma que de nombreux spécialistes reconnaissent aujourd'hui comme une forme de violence psychologique. Difficile à prouver, facile à nier, mais profondément destructrice. À l'époque, ces notions n'ont pas encore de nom, elle se tait, pensant que le problème vient d'elle. Plus troublant encore, Marie-Dominique évoque des irrégularités financières durant leur vie commune. Des comptes ouverts à son nom, mais qu'elle ne contrôlait pas. Des achats immobiliers effectués sans son accord. Des fonds familiaux utilisés pour des projets personnels. Elle affirme avoir conservé des relevés bancaires, des quittances, des documents notariés. Jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble de ces pièces n'a pas été rendu public. Mais plusieurs journalistes d'investigation confirment qu'un examen juridique est en cours. Lorsque ces révélations commencent à circuler en ligne, l'effet est immédiat. Le nom de Nicolas Sarkozy, déjà associé à plusieurs affaires judiciaires, revient brutalement au centre de l'actualité. Les chaînes d'information s'emparent du sujet, les réseaux sociaux s'enflamment, et surtout l'opinion se divise. D'un côté, ceux qui refusent de mêler vie privée et histoire politique. Il a été président, le reste ne nous regarde pas. De l'autre, ceux qui voient dans la parole de Marie-Dominique un témoignage nécessaire, emblématique de toutes ces femmes restées dans l'ombre des hommes de pouvoir. Si le pouvoir permet d'effacer des vies, alors cela nous concerne tous. Même au sein de la famille, les lignes bougent. Pierre Sarkozy publie un message sobre, presque douloureux. Jean Sarkozy, plus direct, déclare soutenir sa mère et reconnaître une relation compliquée avec son père. Carla Bruni, elle, choisit la distance. Quelques phrases, aucune empathie affichée. Ce silence, à son tour, alimente le débat. Pour Marie-Dominique, pourtant, l'objectif n'a jamais été la tempête médiatique. Elle le répète, je ne cherche ni la vengeance, ni la pitié. Je veux la vérité. Une vérité tardive, certes, mais une vérité qui refuse désormais de rester enfermée. Car en parlant, elle ne raconte plus seulement sa vie, elle fissure un mythe. Et ce qui n'était au départ qu'une histoire conjugale devient soudain une question nationale. Une question qui nous oblige à regarder autrement ceux que nous avons longtemps idéalisés. Lorsque Marie-Dominique Cuglioli prend enfin la parole, quelque chose se brise. Pas seulement le silence qui entourait son nom depuis plus de 30 ans, mais un confort collectif. Celui qui consiste à croire que les grandes figures politiques peuvent être racontées sans leur zone d'ombre. Celui qui nous rassure en séparant artificiellement l'homme public de l'homme privé. Or cette histoire nous rappelle une vérité dérangeante. Le pouvoir ne s'arrête jamais aux portes de l'intime. Ce que Marie-Dominique raconte n'est pas seulement l'histoire d'un mariage raté,
c'est celle d'un système. Un système où l'ambition justifie les silences, où l'image publique écrase les trajectoires personnelles, où certaines vies deviennent secondaires, voire encombrantes. Elle n'accuse pas avec colère. Elle observe, elle décrit, elle témoigne. Et c'est précisément ce calme, cette retenue, qui rendent ces mots si puissants. Avec le recul, son récit agit comme un miroir. Il nous oblige à nous demander pourquoi, pendant si longtemps, personne n'a voulu savoir. Pourquoi cette première épouse a été si facilement effacée des récits officiels. Pourquoi les médias ont accepté de raconter une histoire tronquée, simplifiée, lissée. Était-ce par prudence, par fascination pour le pouvoir, ou par peur de déranger un ordre établi? Depuis ces révélations, quelque chose a changé. Des journalistes réexaminent les archives, des sociologues parlent de mémoire confisquée, des femmes, jeunes et moins jeunes, écrivent à Marie-Dominique pour lui dire « Vous avez mis des mots sur ce que j'ai vécu ». Son témoignage dépasse désormais sa propre personne. Il devient symbole, celui de toutes ces femmes restées dans l'ombre des hommes célèbres, réduites à des notes de bas de page, quand elles n'ont pas été totalement effacées. Marie-Dominique, elle, refuse toujours le rôle de victime. « Je ne réclame rien, dit-elle. Je n'attends plus rien de lui. » Ce qu'elle demande, c'est autre chose. La mémoire, le droit d'exister dans l'histoire, le droit de dire « j'étais là ». Elle ne veut pas réécrire le passé, mais empêcher qu'on le réécrive sans elle. Alors, au fond, cette affaire pose une question essentielle, que chacun doit se poser en conscience. Peut-on admirer un parcours politique sans interroger les dégâts humains qu'il a parfois laissés derrière lui? Qui décide de ce qui mérite d'être retenu et de ce qui doit être oublié? Car si une femme peut être effacée de l'histoire d'un président, combien d'autres l'ont été sans jamais pouvoir parler? Si cette histoire vous a interpellé, si elle vous a fait douter, réfléchir ou même vous déranger, alors elle a déjà rempli son rôle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il faille séparer totalement vie privée et pouvoir politique? Ou au contraire que ces récits sont indispensables pour comprendre nos dirigeants? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Ici, on ne cherche pas le scandale pour le scandale. On cherche à comprendre ce que le pouvoir préfère taire. À très bientôt.